Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu dans les studios de Magellan par son cofondateur. Comment vas-tu, Mathieu ? Bonjour Yacine, écoute, ça va puisqu'on te reçoit aujourd'hui dans les studios de Magellan. Mais écoute, moi qui ai fortement envie de faire de la radio, j'aime beaucoup l'équipement et le cadre, donc un grand merci. Avant de te présenter, non, je vais quand même te laisser te présenter en 2-3 mots, comme ça je fais pas de bourde. et ensuite on va repasser sur ton parcours avant de pouvoir parler de disons, tes dernières expériences professionnelles et entrepreneuriales. Se présenter en 3 mots, c'est compliqué. Je suis un gars du sud-ouest, ça s'entend pas trop, mais il y a quelques petites pointes quand même d'accent. Je suis parisien, puisque maintenant ça fait plus de 20 ans que je vis à Paris. Et j'ai toujours travaillé dans le domaine des contenus et de la création, qu'elle soit audiovisuelle, radiophonique, la culture en général, cinématographique. On en parlera dans mon parcours, en fait, en revenant sur mon parcours. Yes, on va aussi parler du fait que tu as baigné dans le secteur public et dans le secteur privé. Je pense qu'il y a beaucoup de ponts et beaucoup de différences dont on va pouvoir parler. Mais pour briser la glace, j'ai une petite question à te poser. Si je te dis From Radio France to Ratpi. Oui, ça c'est assez rigolo puisque tu fais référence au concert de Booba. Exact. Où je suis allé au Stade de France avec mon cofondateur Arthur Perticos, que tu as reçu il y a quelques mois dans ce podcast. Et effectivement, c'était beaucoup de gens, parce que j'ai posté sur Insta une story, et beaucoup de gens m'ont dit « Waouh, toi chez Booba !» Et ben oui, moi chez Booba. Et c'était un très bon moment qu'on a passé ensemble avec Arthur, et je salue Anne Cibron, la manageuse de Booba, qui nous a fait le plaisir de nous inviter pour ce concert. Mais écoute, Anne, si tu nous écoutes, j'adorerais recevoir Booba, mais on en reparlera plus tard. Parenthèse, t'as pensé quoi du concert, et plus particulièrement du public qui y était, pour remplir 80 000 personnes Alors, moi, j'ai trouvé le concert... En fait, le style de Booba est très varié. Moi, je ne suis pas un spécialiste du tout du rap, ni de Booba en particulier. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a vraiment plusieurs styles. Et donc, tu avais un public qui était divers. Et ça, c'était assez chouette de voir un public large, même en termes d'âge, en termes de profils socio-culturels. Après, j'ai trouvé que c'était pas le showman, voilà, c'est pas Michael Jackson, quoi. Voilà. Mais c'était un très bon moment, c'était un concert assez long. Hein. Ouais, 2h40. Ouais, et il s'est vraiment donné. Et voilà, c'était une très bonne ambiance, j'ai trouvé. Du coup, revenons un peu à nos moutons. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours scolaire. Je vais spoiler, mais t'as pas fait l'ENA. Non, j'ai même pas fait Sciences Po Paris, puisque j'ai fait Sciences Po Bordeaux. Après un bac littéraire, j'ai fait quelques semaines en Hippocagne, et puis j'ai eu la chance d'être reçu au concours de Sciences Po Bordeaux, donc je suis parti. Ça tombait très bien parce que je ne serais pas resté en Hippocagne. La prépa, c'était pas trop pour moi. Et puis ensuite, j'ai terminé mes études à la Sorbonne, où j'ai fait un master d'économie publique. Et puis je suis rentré très vite, en fait, dans le monde professionnel, puisque j'avais même pas soutenu mon mémoire de recherche, que j'étais déjà rentré chez Pathé, donc dans le cinéma, vraiment par la petite porte, puisque je suis rentré comme intérimaire pour m'occuper de l'administration des ventes internationales de Pathé, et ils étaient très contents de moi. Donc au bout de 10 jours, on a raccourci mon intérim, on m'a proposé un CDI. Donc cool. C'était assez cool. Après, j'ai eu une expérience assez courte comme chief of staff ou assistant personnel de Bob Wilson, le metteur en scène américain. Clairement, c'était pas un job pour moi. Et je pense que les artistes, c'est compliqué de les fréquenter de façon
façon assez proche parce qu'en fait, il n'en reste pas moins des humains et parfois avec des côtés un Émotionnel peu, ou... oui, émotionnels, qui sont pas faciles à gérer, mais c'était quand même une très bonne école. Et puis je suis rentré chez Canal, Ok. d'abord comme contrôleur de gestion de Studio Canal, donc dans les chiffres. On Et est en puis quelle année là à ce on est moment-là? en 2001. Voilà, je suis Ok. rentré chez Canal en 2001, au moment où le groupe traversait déjà une phase difficile. C'était la fin de Nulle part ailleurs, c'était la fin de tout un tas de productions internes. À ce moment-là, Canal a eu quelques années d'errance avant que, en 2003-2004, Bertrand Méheux arrive à la tête de Canal. Et c'est à ce moment-là que moi je candidate en interne, je vois un poste sur l'intranet pour être chargé de mission des relations institutionnelles, donc ce qui s'appelle le lobbying, la représentation des intérêts de Canal. Je candidate, je suis retenu. Et donc à ce moment-là, je rentre dans l'équipe du secrétariat général du groupe Canal, avec une équipe assez formidable autour de Bertrand, Alexandre Bompard, qui est son jeune directeur de cabinet, Rodolphe Belmer, qui arrive au programme, Olivier Courson, qui est un conseiller d'État, qui est le secrétaire général, voilà, Maxime Sada, qui est aujourd'hui le président du directoire de Canal, qui est directeur de la stratégie. Mhm. Donc voilà, une vraie école, pour le coup, avec des gens inspirants. Moi, j'ai beaucoup observé cette période et le management notamment de Bertrand Meut qui a redressé Canal. Et puis en 2006, on me propose de passer de l'autre côté du miroir comme conseiller du ministre de l'Industrie, qui s'appelle François Loos à l'époque. Et donc, en fait, après 5 ans chez Canal, je quitte le privé pour rejoindre le public et donc être conseiller en charge des nouvelles technologies et l'audiovisuel à Bercy. Très, très très clair. Ma première question est super simple. Qu'est-ce qui te drivait, notamment quand tu es sorti d'école, que tu es allé chez Pathé, puis ensuite chez Canal? C'est quoi Alors, ce qui m'a le monde drivé, du c'est qu'il fallait que je média? trouve un job déjà. Voilà. Et donc, quand je dis effectivement, je suis rentré par la petite porte, c'est vraiment ça. Après, j'avais quand même une appétence que j'ai développée assez tôt pour la création, pour tout ce qui est du domaine quand même, on va dire, de la culture. Donc voilà, moi j'ai fait mon mémoire de recherche à Sciences Po sur la politique audiovisuelle de l'Opéra de Lyon. Donc voilà, j'étais déjà intéressé par ces sujets. Puis après, il y a des hasards. Moi, je crois que dans la vie, les rencontres, ça compte beaucoup. Il faut savoir être au bon moment, au bon endroit et être la bonne personne. J'ai jamais fait de plan de carrière. Si on m'avait dit, quand je suis sorti de mes études en 2000, que globalement, 10 ans après, je serai à la tête de l'Institut national de l'audiovisuel, donc voilà, un institut prestigieux, 130 millions de budget et presque 1000 personnes à gérer. J'aurais pas cru, et c'était pas le but. Mais ce qui m'intéressait, c'était quand même cet aspect créatif, et c'est un peu le fil rouge quand même de ma carrière. Donc c'est un truc qui t'animait. Tu le dis pas, hein, mais il y a un côté passionnel dedans. Pas passionnel parce que pour le coup, j'ai toujours eu ma vie perso, et mes centres d'intérêt perso ne sont pas forcément ceux de mon univers professionnel. Ok. Sauf à Radio France, où ce qui m'avait intéressé à Radio France, c'était évidemment l'aspect radio, on en reparlera, mais aussi le fait que Radio France, c'est 2 orchestres, un chœur symphonique, une maîtrise, donc il y avait l'aspect musique classique, et moi je suis mélomane. Il y avait l'ouverture d'une nouvelle salle, l'auditorium de Radio France, que j'ai eu le bonheur et l'honneur d'inaugurer en 2014, et là il y avait quand même un moment où ça matchait entre voilà, des centres d'intérêt perso et mon boulot. Mais sinon, oui, moi j'aime d'être dans un environnement de créatif et de création, mais pas forcément voilà, de mettre mes passions perso dans mon métier. J'ai quand même, entre ma vie perso et ma vie pro, il y a de vraies frontières. Je te lance dessus. C'est quoi tes petites passions, enfin tes grandes passions personnelles?
Bah, la musique, je l'ai dit, ça Mhm. fait vraiment partie de ces passions. Je suis un bon lecteur d'histoire aussi. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressé et en fait, je ne cesse de lire des livres d'histoire, notamment sur les périodes de transition. Tu vois, on se voit aujourd'hui, on enregistre le podcast au lendemain du décès de la reine Élisabeth II. Et effectivement, je me disais ce matin, mais c'est la dernière grande figure, grande légende du XXe siècle qui disparaît. Moi, j'ai toujours eu un fort intérêt, enfin depuis longtemps en tout cas, pour les moments de transition. Tu vois, 1914, qui est un moment de bascule où en fait finalement c'est la fin du XIXe siècle, un peu plus tard, mais on rentre de façon tragique dans le XXe siècle. Les années d'entre-deux-guerres aussi. Enfin, tu vois, donc moi je suis assez passionné de ces moments en fait de l'histoire mondiale. Après, voilà, je m'intéresse fortement à tout ce qui est peinture, pas forcément d'ailleurs du contemporain. Enfin, je suis évidemment ce qui se fait dans la création contemporaine, mais j'aime beaucoup, tu vois, la peinture du XVIIe siècle. Voilà, c'est une passion ancienne. Du coup, Tu vois, c'est très artistique tout j'ai ça des quand même. goûts, oui, j'ai des goûts assez classiques. Ok. J'ai des goûts assez classiques. Si on se parle aujourd'hui, et puis tu me le disais aussi en off, tu as publié un livre qui s'appelle Jeux de pouvoir, que j'ai eu la chance non pas de lire, mais d'écouter. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que je souffre de troubles déficients de l'attention et de l'hyperactivité. En fait, je remercie Magellan parce que j'ai écouté 7 heures du coup de livre audio. On va en parler et c'est peut-être le moment où on va réellement parler de ta vie publique et ta vie privée. Mais avant ça, très globalement, j'aimerais savoir, est-ce que de tes expériences dans le privé et dans le public, tu penses avoir eu plus d'impact sur l'un ou sur l'autre? Forcément dans le public, parce que j'ai eu 2 postes, de dirigeant, coup sur coup à l'INA, puis, à Radio France. Et là, dans le privé, c'est cette expérience d'entrepreneur avec Arthur, avec la création de Magellan, où là, j'ai eu l'impression d'avoir un vrai impact parce que tu pars d'une feuille blanche. On était 2 gars qui faisaient, voilà, qui a donné ces rendez-vous dans des cafés pendant presque un an. Et puis, bah voilà, tu vois, on est aujourd'hui chez Magellan, 4 ans après. On a voilà, créé cette application, cette plateforme, ce studio de production. On a produit plus de 500 contenus originaux. On a été racheté par ETX Studio, on en parlera cet été avec de nouveaux projets. Donc oui, il y a forcément un impact dans le privé, mais surtout j'ai beaucoup appris, moi, ce que je te disais tout à l'heure, en observant mes boss dans les différentes expériences que j'ai pu avoir en entreprise et qui a fait que le jour où bah, moi-même j'étais en poste pour décider, j'avais déjà essayé voilà, de prendre en tout cas les bonnes pratiques de ce que j'avais pu observer chez les autres. Donc, tu parles de l'INA, tu parles de Radio France. C'est quoi l'expérience qui t'a créé le plus de cheveux blancs? Hum, J'en ai plus à Radio France, mais j'étais plus vieux. Et j'en ai plus encore aujourd'hui à Magellan. Ouais, je te vois en live, Euh, ça va, hein, je peux te dire, ça va. mais probablement Radio France, parce que c'est un poste exposé. Donc tu as écouté Jeux de pouvoir Mhm. sur Magellan, donc qui est la lecture que j'ai faite de ce livre qui est sorti avant l'été aux éditions Bouquin. Bon, je reviens sur ces années-là. Tu as vu que c'était des années qui étaient quand même assez rock'n'roll, en termes de tension, en termes de transformation aussi, mais ça s'est pas fait sans difficulté, sans besoin de persévérer. Donc oui, probablement Radio France. Mes années à l'INA ont été des années très heureuses parce que j'ai pu vraiment continuer à transformer cette entreprise qui avait été déjà digitalisée par Emmanuel Hogg, mon prédécesseur, lui faire prendre un certain nombre, tu vois, de, de virages. On a créé en 2011, par exemple, les premières chaînes YouTube thématiques de l'INA. C'était avant tous les grands groupes de médias français. Voilà, les chaînes YouTube que tu vois aujourd'hui de l'INA, on les a créées en 2011-2012. Donc voilà, un vrai travail de transformation, mais qui s'est fait
avec moins de difficultés parce que tu es moins visible quand tu es à l'INA, c'est ce que je dis dans le bouquin. Tu n'es pas un média à l'INA, donc en fait, les médias s'intéressent quand même plus aux médias. À Radio France, c'est autre chose, tu es beaucoup plus exposé. Tous les jours, tu as 15 millions de gens qui écoutent les différentes chaînes de Radio France et singulièrement ceux qui écoutent France Inter, qui est la chaîne leader. Mhm. Donc forcément, tu as un impact qui s'entend tout de suite quand les gens se mettent en grève à France Inter. Le matin, ça s'entend, tu as la playlist musicale et tu as compris que la boîte est en grève. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Déjà, on n'est pas là pour refaire l'histoire. Pour le coup, si les gens veulent en savoir plus, il y a une chose d'ailleurs donc je les invite à écouter ou à acheter ton livre. Tu cites tout le monde dans ton livre. Il n'y a pas de langue de bois. Tu as pris un petit peu de temps avant de l'écrire. 4 ans après mon départ, ouais. J'ai envie de te dire pourquoi. Il n'y a Euh, pas une réelle Parce vendetta que, dedans. non, pas du tout, tu vois, c'est les gens qui disaient Mathieu Gallet règle ses comptes, franchement, ils ont pas lu le bouquin. Ouais. Parce que quand on a lu le bouquin, il n'y a pas d'amertume. Je dis les choses avec distance, parce que la distance est là, la distance temporelle, qui a fait son œuvre. Et après, je suis assez factuel, tu vois, on m'a dit, Fleur Pellerin, quand même, elle est bien habillée. Je rappelle un certain nombre de faits qui sont consultables sur Internet. Voilà, il n'y a pas une vendetta contre Fleur Pellerin ou contre d'autres. Donc voilà, c'est assez factuel. Après, j'ai voulu resituer des scènes, des moments, parce que j'avais envie que le lecteur prenne du plaisir aussi en lisant. Moi, j'ai pris du plaisir à écrire ce livre parce que justement, j'avais suffisamment de recul pour pouvoir en fait, garder j'ai envie de dire, le meilleur. T'as pas eu d'émotion, il n'y a pas eu de moment difficile à écrire certains passages. Non, mais j'ai eu des moments, et Valentin, qui est notre ingé son aujourd'hui, s'en souvient, puisque c'est lui qui m'a accompagné pendant la lecture, hein, donc la version audio de Jeu de pouvoir qui est disponible sur Magellan. Oui, il y a forcément des moments où j'étais ému parce que je revenais sur des moments difficiles, notamment mon départ. Le fait de quitter cette équipe que j'avais constituée à Radio France, parce que je considère que vraiment le critère numéro 1 d'un bon manager, c'est de savoir s'entourer de bons managers. Donc je pense que vraiment le bon CEO, pardon, c'est celui qui arrive effectivement à avoir cette équipe autour de lui, et c'est compliqué de constituer une équipe, voilà, et C'est la plus grosse variable. Enfin, la ouais, plus parce risquée. que tu te plantes forcément, c'est pas toujours 100%, enfin c'est rarement 100% de réussite. Donc le jour où tu as réussi à constituer ton équipe complémentaire, où là tu es là pour animer, impulser, donner un cap, contrôler aussi, et j'étais arrivé à cette Dream Team. C'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment le plus peiné de quitter Radio France, et que je laissais cette équipe. Alors, elle a largement continué son chemin avec Sybille Veil, ma successeur, qui elle-même était dans mon équipe. Donc voilà, ça c'était un peu la chose qui m'a un peu le baume apaisant. Mais c'est vrai que c'est un moment qui est difficile, et qui est difficile de revenir dessus. Et je pense que les collaborateurs de Radio France ou anciens de Radio France qui ont lu ces chapitres voilà, ont été émus aussi. Est-ce que, en termes de charge mentale, tu n'as pas alloué plus de temps à essayer de te débattre de certains gossips, de certains ragots, plutôt qu'à réaliser ce pourquoi tu avais été nommé, c'est-à-dire Ça fait partie du job. avoir un rôle de gestionnaire, quoi. J'ai envie de dire, ça fait partie du job. Et tu n'as pas de regret là-dessus? Je l'avais peut-être pas suffisamment perçu. Ok. Mais quand tu es à la tête d'une grande entreprise, d'ailleurs publique comme privée, mais encore plus quand elle est publique, tu as forcément une part un peu politique dans ton rapport avec l'actionnaire. Donc l'État est un actionnaire quand même un peu particulier, qui a ses injonctions contradictoires. Aussi, on le voit en ce moment avec le cas d'EDF. Là où on voit que EDF, depuis 15 ans, on a dit qu'il faut arrêter le nucléaire, et puis là on demande de relancer le nucléaire, et forcément, on a un certain nombre de centrales qui se retrouvent aujourd'hui en maintenance parce qu'on n'a pas
investi ce qu'il fallait. Non, mais parce que l'État aussi a demandé des choses, une chose et son contraire à EDF. Donc il y a toujours ce problème, ces problématiques avec l'État actionnaire. Ça fait partie du job. Je veux dire, quand tu es chairman et CEO, président, directeur général d'une entreprise publique comme c'était mon cas, tu as l'activité du DG, du CEO, donc celui qui est là pour impulser la stratégie, pour donner effectivement les moyens de cette stratégie, contrôler qu'elle est mise en œuvre. Et puis, tu as le chairman qui est là pour défendre l'intérêt de l'entreprise vis-à-vis des différentes parties prenantes, les actionnaires, mais dans le cas d'une entreprise publique, là, tu as l'actionnaire, l'État, mais tu as effectivement les auditeurs, parce que ils sont propriétaires quelque part, ou ils se perçoivent comme propriétaires aussi de l'entreprise. Tu as effectivement les salariés, tu as effectivement un nombre de parties prenantes, des associations de consommateurs. Aujourd'hui, avec toutes les problématiques RSE, je veux dire, tu as vraiment aujourd'hui un nombre de parties prenantes à prendre en compte. Et le travail, effectivement, du chairman est là aussi pour ça. Donc, c'est pas une perte de temps, c'est une charge mentale forte. Mais je veux dire, si tu n'es pas capable de la soutenir, c'est que tu n'es pas la bonne personne, quoi. Si tu regardes dans le rétro aussi, parce que dis-moi si je me trompe, est-ce qu'il n'y avait pas un côté un peu naïf quand tu es rentré dedans ou tu n'avais pas anticipé ça? Non, naïf, non. J'ai fait 4 années de cabinet ministériel, donc je suis pas, j'étais vacciné et j'ai fait mes rappels en termes de naïveté. Mais j'avais À pas refaire, t'aurais fait la même anticipé. chose. Non, heureusement, on fait jamais pareil quand on a vécu les choses par rapport à quand on les a pas vécues. Mais donc, pas de naïveté, mais probablement, moi j'y suis allé, c'est ce que je dis dans Jeu de pouvoir, j'y suis allé parce que j'avais envie de faire, j'avais envie de transformer cette entreprise à laquelle je suis attaché, puisque tu l'as dit, moi je suis un auditeur depuis longtemps de France Inter, que j'avais perçu que Radio France était une entreprise qui était un peu ronronnante, un peu poussiéreuse. Voilà, j'y allais pour transformer. Et c'est ce que j'ai fait en 4 ans. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Arriver à positionner Radio France comme vraiment le groupe leader en matière de radio. Après, oui, il y a eu beaucoup de choses trappes. J'ai fait avec, quoi. J'ai fait au mieux. Je te rejoins là-dessus. D'ailleurs, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais tu parles des audiences qui ont énormément augmenté, en tout cas lors de ton passage. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a eu beaucoup de polémiques et qu'on va retenir ça. Moi, je te pose la question. C'est quoi ta plus grande fierté? Parce que tu as fait des choses, des très bonnes choses. Moi, je suis un auditeur de France Info, mais sur la télé. Enfin, en ligne en tout cas. Ouais. Ça, c'est une de mes fiertés. Le lancement avec Delphine Ernotte de France Info comme un média global, c'est-à-dire à la fois la chaîne de télé sur le canal 27 de la TNT, l'offre digitale en ligne et la radio, tout ça sous une même marque avec des contributions communes, la création au sein de France Info d'une agence interne qui va pouvoir livrer de l'information aux différentes entités du groupe. Ça fait partie de mes fiertés. Plus globalement, ma fierté, c'est quand même d'avoir pris une entreprise qui était à un point A et de l'amener à un point, je dirais même pas B, un point D ou E, parce qu'on a fait vraiment un gros travail avec mon équipe pour faire changer Radio France. Je veux dire, c'est le Radio France de 2014 et le Radio France de 2022, c'est pas du tout le même. Et Sybille a continué le chemin qui avait été tracé. Et aujourd'hui, les résultats sont là. France Inter est la première radio de France. C'est un travail d'orfèvre à la radio parce que les gens ont quand même beaucoup d'habitudes d'écoute. Donc, il faut toucher les choses, les changer par petites touches. Alors, nous, quand on est arrivé, on a changé 70% de la grille. Donc, c'était énorme. Mais France Inter était tombé à un niveau d'audience très faible, était en dessous des 10% d'audience, quand aujourd'hui elle est à 12,5 par exemple. Tu vois. Donc il y a un gros travail qui a été fait, des prises de risques, des nouvelles voix qu'on a installées. Moi je voulais rajeunir, féminiser, apporter la diversité à l'antenne. Ce travail, voilà, saison après saison, on a fait du fine-tuning.
voilà, une nouvelle grille au départ, beaucoup de changements, et puis progressivement, voilà, par petites touches, on améliore ce qui ne marche pas ou pas assez, on arrête ce qui ne marche pas du tout, et ce qui marche, ben voilà, on continue à creuser le sillon. Donc ça, c'est vraiment cette fierté d'avoir transformé profondément l'entreprise au cours de mon passage. Tu as passé 4 ans là-bas. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu des émotions par lesquelles tu es passé à ton départ de Radio France, avant de rentrer justement dans Magellan? Tristesse, je l'ai dit, sentiment d'injustice. euh, et puis après, je suis pas quelqu'un qui, une fois que voilà, j'ai digéré le coup, voilà, l'idée c'était de regarder devant et de me dire, bah, ça va être l'occasion de faire autre chose de ma vie à 40 ans et un peu plus. Et donc la chance, c'est que ça m'a permis effectivement de pouvoir ensuite me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat avec Magellan. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis à la fois un CEO d'entreprise existante que j'ai transformée. Et en plus, j'ai cette expérience d'entrepreneur en ayant cofondé Magellan, qui est quelque chose de très différent par rapport au management, à la direction d'une entreprise qui existe déjà, et en fortiori quand elle est publique, puisque comme je te disais, il y a quand même quelques spécificités dans le public. Ben, je prends juste un mot, tu parles de management. Je me souviens, je crois que c'est une des premières phrases que tu dis dans le livre. En tout cas, je l'ai noté. Je ne sais plus si c'est un mot exact, mais tu dis que tu avais un management de style froid. Quand tu étais chez Radio France, en tout cas. Est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as évolué chez Alors, je Magellan? me suis fait un peu violence parce que je suis quelqu'un, effectivement, qui montre pas beaucoup ses émotions extérieurement, ni quand ça va, ni quand ça va pas. Donc ça, je crois, des avantages, c'est que, tu vois, les grosses crises de tension, les colères, tout ça, c'est pas du tout le style de la maison. C'est un inconvénient, c'est que je pense que les gens savent pas forcément ce que je pense. Voilà, donc j'avais déjà travaillé un peu à l'INA ces traits de caractère pour être plus en remerciement quand voilà, les choses sont bien, pour pouvoir dire aussi plus franchement quand les choses ne vont pas bien, essayer d'éviter les adverbes. Moi, j'ai toujours un peu tendance à mettre trop d'adverbes pour en faire de l'understatement. Donc voilà, d'essayer d'être un peu plus cash, je dirais, dans mes expressions. Après, on va pas se refaire à mon âge. Voilà, j'ai la personne que j'ai. Voilà, je suis quelqu'un qui est pas froid, mais qui est pas non plus. C'est pas parce que je suis du Sud-Ouest que je vais te taper dans le dos et te dire viens, on va partager une chocolatine. Non, c'est pas exactement. C'est pas Pas mon en style. chocolat. Non, bah pas en chocolat. Tu dis ça chez moi, tu te fais traiter de Mais là, parigo. on est à Paris. Euh, c'est la petite parenthèse. Tu as beaucoup parlé d'entourage. Dans ton livre, il y a 2 personnes qui prédominent dans ton entourage, qui reviennent tout le temps. Je crois que ce sont tes piliers. Est-ce que tu veux nous en parler? Tu veux nous parler un petit peu de leur rôle, toujours dans le côté peut-être un peu émotionnel, mais qui t'ont permis aussi de rebondir par la suite. Et là, on va rentrer sur la rencontre avec Arthur ensuite. Bah, il y a mes parents, parce que clairement, ma famille, même s'ils sont à plus de 600 km, voilà, c'est eux qui ont fait largement qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est l'éducation que tu reçois, les valeurs que tu as en partage, c'est le fait de savoir d'où tu viens aussi. C'est important de savoir où tu veux aller, mais c'est toujours voilà, le souci de savoir d'où tu viens. Donc, c'est vrai que ma famille compte beaucoup. J'ai une petite sœur qui est plus jeune, qui a 3 enfants. Et pour moi aussi, moi j'ai pas de gosse, donc ouais, c'est quelque chose qui, en tout cas, me donne beaucoup de bonheur, de me dire voilà, j'ai cette petite famille, puisqu'on n'est que 2 avec ma sœur, mais on est loin, mais finalement, je sais qu'ils sont là, ils savent que je suis là. Et voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai la chance d'avoir encore mes 2 grands-parents maternels aussi. Je parle beaucoup de ma grand-mère maternelle, Geneviève, dans le livre. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté et qui compte encore aujourd'hui.
Et puis, je parle forcément de ma vie amoureuse. Alors, je dis forcément, d'ailleurs, tu vois, un mauvais adverbe que j'aurais pas dû employer parce que je n'ai jamais trop parlé de ma vie perso parce que je considère que le privé, c'est le privé et le pro, c'est le pro. Mais dans ce livre, je pense qu'on ne peut pas comprendre la période que j'ai traversée pendant ces années à Radio France si je revenais pas sur le pilier qui était... alors, il s'appelle Antoine dans le livre, c'est pas son prénom. On va l'appeler Antoine, qui a beaucoup compté parce que je l'ai rencontré dans ce moment où j'étais à Radio France et qui m'a beaucoup aidé aussi à traverser les difficultés dans ces 4 années et l'après Radio France aussi. Voilà, donc c'est vrai que je pense d'avoir une stabilité affective, familiale et amoureuse, c'est quelque chose qui t'aide beaucoup quand tu as un boulot qui est très prenant, qui, en termes de charge mentale, tu en parlais tout à l'heure, est exigeant. Tu sais que tu as des racines et puis tu sais que tu as quelqu'un, une épaule aussi sur qui t'appuyer. On leur passe le bonjour et en tout cas tu fais un très bel hommage en tout cas tout au long du livre à toutes ces personnes et je trouve ça hyper intéressant. Tu nous as donné, je ne pense pas toutes les cartes, mais beaucoup de cartes pour qu'on puisse un peu décrypter j'ai envie de dire le personnage public Mathieu Gallet. Tu n'as pas voulu te reposer forcément très longtemps, tu es allé à la Silicon Valley, tu as découvert l'univers startup, tu as rencontré Arthur par la suite. Prochainement dans la 2e partie de cet épisode. L'idée, c'est vraiment de pouvoir révolutionner l'expérience audio dans la voiture, dans les prochaines générations de voitures. Est-ce que l'objectif, c'est de remplacer la radio ? L'objectif, c'est de... Est-ce qu'il y a de la complémentarité dans ce cas-là ? Il y a de la complémentarité parce que la radio, c'est du live. Et c'est de proposer plus que de la radio, j'ai envie de te dire. Parce que dans la voiture, tu as la radio, mais je pense que le livre audio a un formidable potentiel, notamment pour le coup en Europe, où on est un peu en retard par rapport à d'autres pays, notamment aux États-Unis, dans la voiture. En fait, d'avoir une offre singulière, une offre personnalisée en fonction de tes moments, de tes centres d'intérêt, pour te dire, en fait, l'audio, c'est pas que la radio. Et ça correspond aussi à une conviction qu'on a avec Arthur depuis le début. On a toujours regardé ce marché comme un marché de l'audio. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.